19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM dans votre émission phare Time Sport tous les soirs 19h, 21h, 20h. Non, pas 21h. On allait faire le 21h. Eh oui. Ouais, on aimerait bien. Non, mais il n'y a pas eu l'Euro. Non, mais vraiment, c'était vu comme ça, quoi. On devait faire 19h, 21h, mais bon, l'Euro annulé. Ça sera pour l'été prochain. On est déjà le week-end, non. On est le jeudi 11 juin. Ça va pas, là. Une émission, justement, qui va s'annoncer assez intense, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, à laquelle vous pouvez réagir, comme chaque soir, en appelant, en composant le 01 53 48 3000 et aussi sur le Twittosphère avec toute l'équipe de Time Sport. Au menu de cette émission, le final 8 de l'UEFA. Nous recevrons ce soir Jawad El Hajri, le fondateur de la Tech Ball. On reviendra aussi sur Müller, qui égale le record de De Bruyne en passe décisif. Le retour de Paul Pogba, l'international français, sans oublier Nick Kyrgios et l'US Open. Un petit peu de mal ce soir, mais on va y aller tranquillement. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura le coach Tolé. Comment ça va? Bien impeccable, content de faire mon retour. Ouais, il était là hier avec nous, le coach Tolé. C'est Anas qui revient ce soir avec nous. Comment ça va, Anas? Ça va et toi, Bilal? Bonjour. Ça va tranquillement, Anas. Super sympa de t'avoir. Juste en face de lui, on a Juan José Dorado. Comment ça va, Juan José? Hola, buenas tardes Bilal, buenas tardes a todos. Et puis bien sûr, content de revenir, mais parce que la Liga revient aussi ce soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La Liga, on va en parler, c'est promis, t'inquiète pas. On va en parler. Allez, on va en parler dans cette première partie. On va commencer par l'UEFA. Et c'est parti, l'UEFA. Time Sport, le ras-le-bol. Que le format proposé par justement la Confédération européenne de football est assez intéressant et pourrait donner des idées pour le futur. Le coach Tolé, Anas, on vous écoute, et sans oublier Juan José Dorado. Messieurs, ouais, Juan José, on va t'écouter, le premier. Déjà, la décision n'a pas été prise. Ouais. Effectivement, la nouvelle formule comporte quand même beaucoup des lacunes, puisque la première des choses, il faut terminer les 4 matchs des huitièmes de finale qui n'ont pas été joués. On sait que l'UEFA a déjà contacté les différents clubs pour qu'effectivement ils soient prêts à jouer ces matchs en terrain neutre, c'est-à-dire a priori du côté de Lisbonne. On sait que Barcelone a dit non. On sait que la Juve a dit non. On sait que le Bayern n'est pas du tout pour la chose. Donc, effectivement, vous voyez, il y a que le Real Madrid qui a dit que il pourrait jouer effectivement ce match en terrain neutre. Alors, déjà, c'est pas clair. Déjà, les diffuseurs ne sont pas tout à fait d'accord avec ce format. Donc, il faut aussi compter avec ça. Et tout ça, effectivement, pourquoi? Pour essayer de casser les 17 matchs qu'il nous reste des C1 qui n'ont pas été joués. Alors, est-ce que aller jouer du côté de Lisbonne avec des quarts de finale à un seul match, des demi-finales à un seul match et donc une finale pour le 23 août, pourquoi pas? Il va falloir trouver une solution. C'est peut-être la seule solution en tout état de cause. Aujourd'hui, on sait que l'UEFA n'a pas encore décidé et ça va être compliqué parce que derrière l'enjeu est sportif, il y a quand même un enjeu économique et c'est pour ça que les diffuseurs, c'est important et s'ils ne sont pas d'accord, ça ne se fera pas. Oui, justement, messieurs, le final arrivé durant ce mois d'août. D'accord avec Juan José sur ses dires concernant cette fameuse confédération football européenne, l'UEFA, assez décriée. Le Paris Saint-Germain, comment la voit-il? Et aussi l'Olympique Lyonnais, nos 2 clubs français encore en lice, faut le rappeler. Anas, on t'écoute. En fait, le seul problème, c'est que moi qui suis supporter parisien, imaginons on la gagne, par exemple. Ah, ça serait pas mal. Ce serait bien, mais on trouvera toujours le moyen de dire c'est pas la vraie Ligue des Champions. Tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai, c'est bizarre. Problème. Et du coup, c'est pour ça que je suis pas très fan de ce modèle-là et voire même pourquoi pas la suspendre en vrai. Mais c'est compliqué. Ouais. Alors. Le coach Tolé. Mais je rebondis à ce alors on a un Parisien, on a un Marseillais. Oh là là, ça va être assez chaud. Oui, peu importe, mais je rebondis par rapport à ce qu'il dit. Alors, si le PSG doit gagner la Ligue des Champions dans cette configuration, le PSG aura gagné la Ligue des Champions. Il y a pas. Mais c'est pas le format habituel. À t'entendre, j'ai le sentiment d'entendre
pas ton cas, mais des supporters parisiens qui critiquent la manière dont l'OM l'avait gagné en 93 en disant c'est pas la vraie Ligue des Champions, format différent. Là aussi, les Marseillais vont les critiquer aussi après. Non, mais il y a ça va, voilà. Il n'y a pas critiquer. Tu pas la critique, on s'en fout. Et de deux, vu la situation sanitaire, la configuration sera-t-elle? Alors, on sait pas encore si ça va être validé ou pas. La compétition, faudra la jouer. D'accord avec toi, et l'équipe qui gagnera la gagnera. On l'attend depuis la création du club. Mais ça, on s'en fout. Tu t'en fous des autres. Non, c'est pas ça, c'est que elle aura un goût particulier. Et la remporte, il la remporte. Mais elle sera quand même soulevée. Attention, pas faux. C'est pas pareil. Attendez quand même le 17 juin, puisque c'est le moment où l'UEFA va décider effectivement si ça va se jouer à Lisbonne ou à Munich, parce qu'on l'a pas dit, mais l'autre option c'est Munich, sans oublier Madrid, parce que vous savez que Madrid est un nouveau candidat pour recevoir la finale. Mais attendons quand même le 17, le 17 juin. Et en plus de ça, Paris et Lyon partent désavantagés. Parce qu'ils vont Lyon part désavantagé. Oui, mais comparé aux Allemands, il a raison. Le Real Madrid part désavantagé. Même le Real. Pourquoi il veut pas aller jouer à Lisbonne, le Barça? Tout simplement parce qu'il préfère jouer même à huis clos, mais chez lui. Parce qu'il a besoin d'une victoire. Parce que après ils ont fait un match nul à l'extérieur, donc ils ont besoin d'une victoire. Donc, mais c'est pour ça que attendons le 17. Mais il n'y a pas 36 000 solutions. Et même les diffuseurs qui sont quand même partie importante et prenante dans cette affaire vont avoir à prendre une décision le 17. Donc moi personnellement, je pense que il va falloir aller à Lisbonne. Il y a des raisons, déjà parce que la fiscalité à Lisbonne est plus intéressante que d'aller à Munich. Les autorités portugaises sont prêtes à faire des sacrifices pour accueillir entre le 8 et le 23 août les équipes de Champions League pour cette phase finale. On oublie Istanbul alors. Un seul tour. Apparemment, Istanbul, on va l'oublier parce qu'il y a aussi le problème du Covid. Le Portugal est l'un des pays les moins touchés. En tout état de cause, moins touchés. La Turquie aussi, ils l'ont bien géré. Non. Il y a beaucoup de raisons, mais attendons quand même le 17 parce que tout ça est dans l'air, mais effectivement, c'est le 17 qu'on saura. Alors Anna, si on t'écoute. Avant de passer à la Liga. C'est que Lyon et Paris partent désavantagés par rapport aux autres. C'est pas faux. Et du coup, les autres c'est l'injustice peut-être du Covid, mais le problème est qu'on part désavantagés et pourquoi désavantagés? Pas tort. Et à qui la faute? Mais à qui la faute? Mais c'est pas ça qu'on peut pas y jouer. C'est tout simplement. Moi, pour moi, c'est une situation tellement particulière. Je l'entends, le PSG, Lyon part désavantagé, Barcelone veut jouer chez lui. Je pense que la solution la moins catastrophique serait d'évoluer sur un stade dans un lieu, parce que les déplacements sont extrêmement délicats d'un point de vue sanitaire, ça on l'oublie. Après, de toute façon, personne saura satisfait. La situation particulière. Pas de goût. Soit dans ce cas-là, on joue tout à Lisbonne, soit dans ce cas-là, on joue tout. Oui, c'est ça. Alors, c'est de jouer mieux vaut rien faire. Et après, on refait économiquement, si on fait pas, mais on aurait pu. L'idée au départ, elle est simple. C'est-à-dire, les 4 huitièmes de finale qui restent, les quarts de finale, un seul match, les demi-finales, un seul match, et la finale, tout se joue à Lisbonne, a priori. Pourquoi Lisbonne? Je vous ai donné des raisons, mais il y a une troisième raison, tout simplement, c'est que Lisbonne compte avec de grands stades des catégories européennes et internationales qui peuvent accueillir. Oui, mais avec le Covid, on peut pas le remplir entièrement. Non, on Allemagne aussi. Ça va être à huis clos. On les remplit pas. Donc que ça soit grand ou petit, ça sont tout près l'un de l'autre qui permettent effectivement d'organiser cette compétition très particulière entre le 8 où commencent les huitièmes des finales qui restent à jouer, les 4 huitièmes, et le 23 où on jouerait donc cette finale, à condition qu'il n'y ait pas de retard dans les championnats qui ont repris ou qui vont reprendre. Parce qu'effectivement, s'il y avait un retard, il y aurait un problème, et tout ça vous décale la prochaine Champions League au mois d'octobre. C'est vrai que parce qu'il faut la décaler. C'est vrai que la vraie difficulté, j'y reviens par rapport à ce que tu as dit, la Ligue 1 ne se joue pas. Ça veut dire que les joueurs sont restés plusieurs semaines, plusieurs mois. Le coach est tu ne remplaces pas les entraînements ne remplacent pas la compétition. C'est que c'est extrêmement délicat pour remettre la machine en route pour un joueur même professionnel. Ça va être c'est dur, c'est très difficile. Français, c'est clair que c'est délicat. Maintenant, l'UEFA ne peut pas se dire
ah oui, mais vu qu'ils n'ont pas joué, donc on ne peut pas. C'est ça qui est extrêmement. Il y a tellement de paramètres. Au final, c'est injuste. Il y a tellement de paramètres. C'est injuste. Bien sûr, c'est ça le problème. Je suis carrément d'accord. Faut que normalement toutes les équipes jouent et que ça soit pareil. Malheureusement, la Ligue 1 est encore une fois en retard. C'est ça le problème. Mais si le PSG la gagne, on dira le PSG. Ça serait bien. Est-ce qu'on mettra pourquoi pas l'étoile comme Marseille sur le maillot ou pas? Moi, Marseille, c'est pour les championnats. 6 points. Non, il y en a qui disent ça. Marseille en ont 9. 9 avec le championnat enlevé en 93. Celui que vous avez triché. Voilà, moi j'ai rien triché moi. Non, Marseille. Moi j'ai rien triché moi. Moi je te dis, je te donne l'histoire, les faits. Il a été enlevé, mais quand tu descends dans le sud, ils le maintiennent. Non. Rectification. Attention, c'est la même année où vous avez gagné la Ligue des Champions. Ouais, rectification le coach Tollet. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Rectification. C'est la Ligue professionnelle française qui a pas accepté le championnat de 93. L'UEFA a attribué le championnat à l'Olympique de Marseille. Donc, qui a raison, qui a tort? Ah voilà. Eh ben là aussi, il y a des petits problèmes. Je sais pas, Anas. Alors on va rejoindre l'Espagne et Séville. Il y a pas de problème. En tout cas, moi j'aimerais que la finale de cette Ligue des Champions de cette année se fasse à Marseille et que Paris gagne. Ça serait le top. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, il y a Kamel qui nous écoute. Aïe, je pense à Kamel, Aïd Keira. Comment il doit être là? En tout cas, Séville qui accueille le Betis de Séville. Aujourd'hui, 22h, heure française. Oui, voilà, on t'écoute au Juan José. La Liga reprend. La Liga reprend. C'est Betis Séville. C'est un classique. C'est à 22h. Et puis demain, vous aurez encore un classique avec un Levante et Valence. Et puis, le Barça qui va jouer à Majorque samedi. Et le Real Madrid qui joue face à Ibar dimanche. Et une Liga quand même assez intéressante parce que vous le savez, le Real est deuxième avec 56 points. Le premier, c'est le Barça avec 58 points. Ouais. Et puis, donc, les places pour la Champions League et pour l'Europa League sont pas encore décidées dans les journées qui restent, sont importantes aussi bien par le haut de la Liga que par le bas de la Liga, puisqu'il y a juste 7 équipes qui pourraient être relégables d'ici la fin du championnat. Donc voilà, on reprend le football, on reprend avec une belle affiche. Sans les supporters. Donc sans les supporters, bien sûr. Mais c'est déjà ça. Mais c'est déjà ça. Comme les Allemands. Ça y est, on y va. Et nous, on en est. Les Allemands ont repris, la Première Ligue va reprendre, nos voisins britanniques, les Espagnols et la France. La France, Anas, ouais. Non, mais vraiment, le meilleur pour la fin, c'est ça. C'est peut-être ça. Paris doit jouer justement cette fameuse Coupe européenne avec Lyon. Il a raison. Anas a raison. Sportivement, c'est quand même. Méchad avait raison d'un côté, dernièrement, courant de la semaine, mais aussi comment faire. Les gars du Paris Saint-Germain, les gars de Lyon, comment faire? C'est une vraie difficulté, t'as pu jouer depuis ça va jouer très vite avec des champions, le coach Tollet. Avril, mai, juin, ils veulent jouer quand la Ligue des Champions, là? C'est du 8 au 23 août si le calendrier UEFA est accepté. Alors, on part du principe que si jamais ça doit se jouer durant cette période, le PSG, comme les autres clubs français, auront des matchs de préparation. On peut compter que sur cela pour avoir un peu des de matchs rythme. amicaux. Mais surtout, mais ce qui fait mal, c'est que t'es resté plus de 3 mois sans rien. Tout le monde aura repris son quotidien du championnat. Ouais, ça peut être. C'est très compliqué, même trop. En plus, ça peut être compliqué, mais bon. Lyon avait fait un bon résultat. Paris aussi, et c'est problématique parce qu'on aurait pu imaginer que ces deux équipes aillent très loin. Et encore une fois, le sort s'acharne sur le PSG. Ça, c'est dur quand même. Ouais, j'ai mal un peu. Vraiment, ça c'est dur. Bon, on aura la Ligue 1 en tout cas. Après, on pourra voir Messi ou encore. C'est ça le problème. Encore une fois, le PSG est dans une zone sombre. Ça c'est fou quand même. Le Paris Saint-Germain n'arrive pas. Même la gagneront un jour. En fait, on est la gagneront un jour, oui, mais là on peut la gagner. Non, vraiment. Mais vous allez reprendre au mois d'août, hein. On est tellement fort qu'au bout d'un moment, le sort, il dit non, on est obligé de s'acharner contre vous, sinon vous allez la gagner, tu vois. Ouais. C'est ça. C'est assez incroyable. On va essayer de continuer avant d'avoir notre invité ce soir. On le rappelle, le président de Techball France qui sera avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Mis à part le Paris Saint-Germain, Lyon, on va voir si ces Lyonnais seront prêts aussi. Mais ça fait beaucoup de mal à ces supporters, à ces observateurs du football, le coach Tollet. De pas voir ces matchs, de pas voir tous ces supporters dans des brasseries, même dehors quoi. L'autorisation des fumigènes. Oui, aussi les autorisations des fumigènes. Il a pas tort, Anas. Que dire?
On sait pas trop. Hein. Après, c'est parti c'est une réalité. Alors, c'est vrai que visiblement le Covid est en baisse, mais il faut rester vigilant. Ouais. Et c'est là où il faut trouver l'équilibre entre cette passion d'avoir envie que tout reprenne, de retrouver les terrains, de retrouver les stades, et la réalité. Je pense qu'on est trop pressé. Moi, je pense qu'on est trop pressé. Ouais. Je pense qu'on est trop pressé. Alors après. C'est vrai qu'on peut débattre longuement sur pourquoi la France n'a pas repris alors que les championnats européens l'ont fait. Mais quand la France a choisi que le championnat s'arrêtait là, on n'a pas crié au scandale non plus. On aurait peut-être pu anticiper aussi. Bien sûr. Ouais. On verra. Après, voilà, c'est comme ça. On verra bien en tout cas. On accueille notre invité ce soir. Le Tekball, nouveau jeu de ballon ingénieux, simple et ludique, fait fureur dans le monde du football. Ah ben c'est parti. Time Sport. Et justement, pour en parler, on accueille Jawad El Hajri, la première fois sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission Time Sport. Comment ça va, Jawad ? Ça va très très bien, aussi bien que vous en tous les cas. Ouais, on essaye, Jawad. On n'a plus de ballon. Il vaut mieux. On essaye justement. Que faire sans ballon ? Comment ça se passe pour cette fameuse, le fameux Tekball avec voilà les créations que vous avez pu mettre en place, aussi les joueurs qui sont pris à ce jeu, à cette discipline, si je peux me permettre, avec ce déconfinement. Bon, déjà merci beaucoup de m'avoir invité et l'opportunité de parler du Tekball, ma nouvelle passion. Écoute, très simplement, c'est quelque chose de très très ludique et qu'on a tous pratiqué. Moi, j'ai grandi dans un quartier des Hauts-de-Seine et on pratiquait déjà le Tekball, mais sur des tables en ping-pong, les fameuses tables en béton qu'on trouvait dans les quartiers. Et à partir du moment où c'était super ludique, c'était simplement une évidence que tous les amateurs de football allaient apprécier le jeu. Donc par rapport à ce qui s'est passé et le fait qu'on les ait empêchés de pouvoir pratiquer leur sport, le Tekball avec la fameuse table qui se replie, ça leur a permis de toujours s'entraîner et pratiquer malgré l'éloignement des terrains. Justement, il y en a beaucoup qui se sont éloignés. On parlait de non-reprise, Jawad, de cette Ligue 1 Conforama. Aussi, on peut le dire, ancien international marocain. Faut le rappeler pour les auditeurs de Beurre FM. Le fait, non, mais le fait tout simplement de ne plus avoir ces matchs-là. Voilà. Aujourd'hui, pour vous, le football, est-ce que il sera handicapé vis-à-vis de ce confinement, de cette vague d'épidémie au niveau mondial? Moi, je pense que dans la vie, il faut savoir où on met les priorités. Ouais. Est-ce que le fait de jouer au football, c'est plus important que le fait de vivre ? Je grossis un peu le trait, mais en gros, ça fait allusion à tout ce que j'ai pu entendre par rapport au fait qu'on ait arrêté les compétitions, qu'on interdise le sport à beaucoup de monde. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut être patient et il faut surtout privilégier le fait de vivre. De ne pas être pressé, surtout. Évidemment. Après, effectivement, il y aura des conséquences, ça c'est clair et net. Parce que, comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance de vivre de ma passion et d'être footballeur. Le simple fait de s'arrêter 4 semaines au mois de juin pendant les vacances, à la reprise, on est mort. Donc là, le fait de s'être arrêté pendant très très longtemps, je ne sais pas comment les organismes vont absorber ça. Ouais. Mais en tous les cas, moi, je privilégierais la santé avant la pratique. On est d'accord. Jawad, vous restez avec nous. On le rappelle, Jawad El Hajri, le président de Tekball France, qui est avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h, 20h sur Beurre FM. Ouais, sur Beurre FM, je me répète, je sais pas ce que j'ai dit. Bien sur Beurre FM. Ouais. On va changer de radio. Allez, toujours, je sais pas, peut-être c'est la Tekball. On a envie d'en faire, justement. Et on est avec Jawad El Hajri. C'est quoi le Tekball ? Justement, il va te répondre, Jawad. Moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que toi, tu sais du Tekball ? Alors, pour moi, c'est une table de ping-pong un peu incurvée. Où c'est 2 contre 2 et si je dis pas de bêtises, chacun a le droit à 2 touches de balle, c'est ça ? Vas-y, finis. Et corrige après. Et voilà, en fait. Et du coup, je sais qu'il y en a un qui se match en mettant des reprises de volée. C'est tout ce que j'ai vu. Voilà. Bon, je vois que tu vas tu vas régulièrement sur les réseaux sociaux. Non, j'ai un ami à moi qui y joue, mais je connais pas vraiment. C'est pour ça.
D'accord. Bah, écoute, en fait, le concept Techball, il va beaucoup plus loin que ça. Mais je vous le détaillerai si besoin. Là, en l'occurrence, ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'effectivement, ça se joue sur une table incurvée. La particularité de cette table-là d'être incurvée, c'est que tu peux jouer à 5 sports dessus et pas juste un seul. Donc, super inclusif et pluridisciplinaire. Après, sur le Techball, la version foot, donc c'est le tennis-ballon qu'on a tous pratiqué un jour. En tout cas, j'ose espérer. Et alors, ça se joue en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Et contrairement à ce que tu as dit, tu as 3 touches de balle, que ce soit en simple ou en double. Mais enfin, en double, la particularité que c'est pour l'équipe. Sauf que, contrairement au tennis-ballon, je peux faire 2 touches et toi, il t'en restera une. On peut faire 1-1-1, on peut faire 1-2. Du moment que tu dépasses pas les 3 touches. Voilà, exactement. Okay. La création, justement, Jawad, d'un plateau incurvé a-t-elle soulevé des difficultés aussi à la fabrication? Écoute, très sincèrement, j'ai eu la chance de connaître les 2 créateurs dès qu'ils ont eu l'idée. Ouais. C'est un peu la particularité que j'ai eu d'être au bon moment, au bon endroit. Bien sûr. Mais de toi à moi, je suis vraiment frustré de ne pas avoir eu cette idée parce que j'ai joué au Techball et beaucoup de monde bien avant qu'ils aient eu cette idée. La seule invention et innovation, c'est que comme l'un des 2 créateurs est ingénieur, il s'est dit tiens, le rebond il n'est pas idéal quand même pour jouer sur une table plate. Donc on va incurver un peu la chose et on va voir ce que ça donne. Pas faux. Et puis le fait de l'avoir incurvé a été la réelle chose ingénieuse parce que contrairement à une table plate, le ballon revient vers toi sur une table de Techball, ce qui fait que tu progresses de plus en plus vite. C'est vrai. Est-ce que ça s'est bien répandu en France pour le coup? Écoute, alors je marque une pause. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si on juge d'un point de vue communication, on est au top du top. Oui. Maintenant, pourquoi j'ai marqué cette hésitation, c'est parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure du développement que contrairement aux anglo-saxons, l'esprit francophone est beaucoup plus méfiant et lent à réagir entre guillemets. C'est pas péjoratif, mais c'est une réalité. Ils ont peur de l'innovation. Et aujourd'hui, si je dois te donner un ordre de grandeur, tu as à peu près 400 tables qui sont disséminées sur le territoire français, mais c'est rien comparé à toutes les tables de ping-pong en béton sur lesquelles on ne fait pas du ping-pong. Ouais. Qui sont partout en France, quoi. Ouais, mais justement, c'est joué en Europe de l'Est, si je dis pas de bêtises, non? Non, très sincèrement, ça se joue partout, et réellement partout. Et au Brésil, c'est phénoménal. Justement, quels sont vos marchés, les cibles précisément, Jawad? Parce que quand même, c'est innovateur. On parlait de tables de ping-pong en béton. Pourquoi pas avoir des tables de Techball en béton? Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Ça serait assez révolutionnaire. Non, mais que vous mettrez en place, quoi. Ça soit par exemple dans des écoles, je sais pas, dans des lieux publics. Écoute, alors pour répondre à ta première question, les faire en béton, ça dénaturerait complètement le produit. Je sais bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a conçu des tables pour rester ad vita aeternam dehors. La Techball One est la version fixe qui, à terme, je l'espère, tu la retrouveras dans tous les espaces publics, écoles et ce que tu as cité. Maintenant, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de concept, et pas juste d'un sport, c'est qu'aujourd'hui, nous, avec beaucoup de membres de mon équipe, plutôt, on est issus des quartiers, comme on dit. Et on a essayé de rapporter cet aspect social d'insertion à travers le sport. Et aujourd'hui, on arrive à changer des vies, entre guillemets, parce qu'on a des joueurs qui deviennent des joueurs professionnels de Techball et qui gagnent leur vie, qui voyagent à l'étranger et qui veulent vraiment... J'ai l'exemple d'un gars qui travaillait à Reims. C'est super, vraiment. Écoute, il s'est mis je sais plus comment on dit ça, mais mis à disposition pendant 1 an pour pouvoir faire du Techball et participer au circuit toute l'année. Et ça, c'est des exemples forts. Et du coup, le championnat, il est où? Il est plus en Ile-de-France, en partout en France. Partout en France? Super. Partout en France, ouais. Et on va passer à la vitesse supérieure. Mais pour en revenir vite fait au concept socio-éducatif,
je vous l'ai dit, nous on a grandi avec les tables en béton. Oui. Eh ben moi, je veux que cette nouvelle génération, elle grandisse avec cette table-là. Parce que le réel effet, réel impact, positif de cette table, c'est qu'elle te dit, viens faire du sport ensemble, viens t'amuser ensemble. Peu importe ton sexe, peu importe ton statut social, ta couleur de peau, tes croyances. Viens autour de la table, on trouvera une discipline qui fera qu'on s'amusera ensemble, qu'on rigolera ensemble, qu'on suivra ensemble et qu'on passera un bon moment ensemble. C'est ça le réel message du Tech Ball. Pour terminer, avec le coach Tolé ou Anas. Non, c'est juste pour réagir, il a raison, parce que les tables en béton, là, on joue même plus au ping-pong. Elles sont à l'abandon, elles sont là, mais franchement, on les voit, on fait plus rien. Ça rappelle on fait des barbecues. On fait des barbecues. Ouais. Anas. Je voulais juste demander par rapport au Tech Ball, est-ce que vous voyez que ça marche réellement sur les jeunes? Est-ce que vous voyez un effet positif? Alors, j'ai énormément de contenus qui peuvent prouver ce que je vais dire, mais effectivement, ça a un succès phénoménal. Et ce qu'il en ressort à chaque fois, parce qu'on recueille leurs témoignages, c'est que aujourd'hui, ils en ont marre qu'on leur propose de la nouveauté avec de l'ancien. Ce qu'on ressort de ces jeunes, c'est qu'ils te disent « l'équipement, il est magnifique et on veut se l'approprier ». On veut en gros que ce soit l'équipement de notre génération et que ce soit les sports de notre génération. Ok, donc, pour que ça marque leur génération et leur temps, quoi. Ouais. Contrairement à nous qui faisions des tennis-ballons. C'est ça. Merci Jawad El Hajri, on le rappelle, président de Tech Ball France. Un petit rappel pour les auditeurs de Beurre FM concernant les réseaux sociaux où on pourrait retrouver toutes les infos. Alors il y a les pages Facebook, Instagram, Twitter, Tech Ball France évidemment. Oui. Après, si vous voulez plus de renseignements, vous avez sur la partie commerciale le site Tech Ball France, et sur la partie de l'institution sportive, du développement sportif, c'est l'association française de Tech Ball. Ah ben c'est bien noté. Mais par contre, je vous prends en mot parce que j'ai entendu dire qu'il y en avait un qui voulait essayer. Ouais. Je vous ramène une table quand vous voulez et on filme ça. Il n'y a pas de problème. On va essayer de diffuser cela. Il n'y a pas de problème. En plus, il y a DJ Kim aussi qui est fou amoureux de football. Il pourra, pourquoi pas déjà recevoir Jawad dans son émission, dans la matinale, et aussi y tester aussi avec toute son équipe. Avec grand plaisir. Un grand merci Jawad pour votre disponibilité ce soir sur l'antenne de Beurre FM. On poursuit avec le football allemand. Time Sport, la victoire. Eh oui, Juan José, c'est Müller, comme on l'avait dit en introduction de cette émission, qui égale le record de Kevin De Bruyne en passe décisive. Müller est-il sous-coté tout de même? Alors, est-ce que un mec qui a 30 ans, qui est champion du monde, qui a gagné la C1, qui a gagné 8 Bundesliga, 5 Coupes d'Allemagne, etc., est sous-coté? Non, quand même, il n'est pas sous-coté. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on parle de lui parce qu'il a réussi à égaler un record un peu bizarre. 20 passes décisives dans une saison. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est De Bruyne qui avait ce record assez particulier quand même de la saison 2015-2016, et aujourd'hui on est amené à parler uniquement que de cette performance de Müller. Il n'est pas sous-coté, mais c'est vrai il n'est pas à son meilleur niveau comme il l'était en 2016 quand il a réussi quand même 20 buts cette saison. Il n'est qu'à 7 buts, donc effectivement on pourrait parler de lui en tant que buteur, et comme il a été meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 quand l'Allemagne l'a remporté. Mais c'est vrai que parler uniquement que ce deux records de lui, c'est un peu réducteur par rapport au bonhomme qu'il est. C'est un joueur qui a complètement changé sa façon de jouer avec l'âge. Il n'est pas autant buteur que passeur, c'est vrai, mais il joue beaucoup plus avec sa tête qu'avec son corps, et ça montre aussi sa pérennité. Pourquoi il est toujours au top niveau. Il a joué cette saison une trentaine de matchs. Le coach Tolé, avant de terminer avec Anas. C'est peut-être pas Gerd Müller des années 60-70. Ouais, là c'était fort aussi. C'était pas le même football non plus. Ça allait vite. Mais c'est pas le même football, mais ça craignait aussi. Quand tu vois le profil de Thomas Müller, pour moi il me fait penser à ces joueurs des années je vais pas être méchant, des années 90, c'est-à-dire il souffre pour moi en termes d'image d'un profil assez atypique. C'est-à-dire c'est difficile de déterminer si c'est vraiment un avant-centre. Ouais, c'était Tony Cascarino quoi. Et puis quand non, pas Tony Cascarino. Qu'est-ce que tu racontes, Bilal? Mais je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il a un profil, il
il est très intelligent, capable de jouer entre les lignes, toujours capable de jouer pour les autres, souvent placé au bon moment. Il sent le jeu. Maintenant, c'est vrai que quand tu le vois jouer comme ça et que tu survoles le football, il fait pas rêver. Il fait pas rêver. Alors en fait, on l'écoute, Anas. Je pense avant la pause. Ce record parce qu'on a rien à dire en fait, tout simplement parce qu'en temps normal, on parle jamais du meilleur passeur ou machin, du meilleur buteur, celui qui va remporter les ballons d'or, etc. Donc en la vrai, Ligue des Champions. Ouais, voilà, Paris. Europa League. Bien sûr, on y croit. On y croit. Pour dire qu'en fait, je pense qu'on a rien à dire à cause du Covid et du coup, on parle du meilleur passeur, du meilleur machin et c'est vrai que c'est un peu réducteur pour le joueur. C'est vrai. Joachim Löw doit-il le rappeler et en faire un joueur important dans la Mannschaft? Au sein de la Mannschaft. Il a explosé très tôt en sélection. Il a été performant très tôt lors des Coupes du Monde. On a un petit peu surfé sur ça, puis après il a confirmé au Bayern. Donc on a le sentiment que ça fait depuis 30 ans qu'on le voit jouer. Il n'a que 30 ans, donc il a encore au Bayern notamment. Donc il a encore sous la semelle, comme on dit. Maintenant, on est quand même passé à autre chose du côté de la Mannschaft, avec un autre profil de joueur, un peu plus technique, plus basé sur la vitesse. Ouais, exact, voilà. Tout à fait d'accord. La dernière pause avant de revenir pour parler de l'international français qui est Paul Pogba, le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission de Time Sport, 19h-20h du lundi au vendredi. Un gros big up à Myriam Ben Salah, coordinateur de cette émission, sans oublier le rédacteur en chef Jouba Houchen, Farid Rouas, le CM, et à la réalisation, comme d'habitude, Yanis Bouali. On va s'attarder sur l'international français Paul Pogba. Time Sport. Le duel. Eh oui, Paul Pogba, le retour. Après une très longue absence du champion du monde, à quel niveau attendez-vous justement la pioche? Le retour à l'entraînement. Eh oui. Attention, à l'entraînement. Attention, on ne sait pas s'il va jouer. Effectivement, tu as tout à fait raison. Il faut se rappeler que son dernier match avec Manchester, c'était le 26 décembre. Et depuis, on l'a pas vu. Il a été opéré de la cheville. Il est allé faire ses emplettes et la récupération du côté des Dubaï, ce qui est pas mal, hein, c'est sympa. Et puis voilà, il a été autorisé à reprendre les entraînements. Mais petit problème pour notre Français, c'est que entre-temps, on l'a plus ou moins remplacé chez Manchester, et il y a un petit Portugais, Monsieur Bruno Fernandes, qui n'a joué que quelques matchs, je crois qu'il a joué 5 ou 6 matchs, mais qui a réussi des très belles choses. Et la question qu'on se pose maintenant, oui, tu reviens à l'entraînement, oui, tu vas peut-être jouer, mais où est-ce que tu vas jouer? Et est-ce que tu vas continuer avec nous à Manchester, ou est-ce que tu vas devoir partir? Parce qu'effectivement, même s'il est jeune, il a 26 ans, le niveau des performances des Pogba, depuis plusieurs mois, même avant sa blessure, ça laisse à désirer. Tu penses qu'il est un peu moins fort que Fernandez en ce moment? Il est en confiance, Fernandez. D'ailleurs, Solskjaer se pose la question de comment effectivement intégrer dans cette équipe un joueur qui théoriquement est un cadre et qui a coûté quand même 115 millions d'euros. Donc il va falloir faire quelque chose avec lui. Quand on sait aussi qu'effectivement, depuis 2 ans, il a montré des envies de départ. On n'oublie pas que le Real et la Juve sont toujours à l'affût de pouvoir récupérer Pogba, mais forcément pas au prix qu'il a été acheté. Mais effectivement, aujourd'hui, il est moins fort que Bruno Fernandes. Il n'est pas encore prêt. Il va recommencer l'entraînement. Il n'y a pas tellement de matchs à jouer en première ligue. Donc l'avenir de notre ami Pogba est un peu gris clair, gris obscur, on ne sait pas. Alors, le coach Tollet, concernant Paul Pogba. La réalité, c'est qu'il a fait une saison blanche pour moi, quasiment blanche. Il a très peu joué, comme l'a dit Juan José. 7 matchs, donc 5 titularisations. Il voulait partir l'été dernier, ça ne s'est pas fait. Ce qui le sauve, c'est que tout s'est arrêté quand même depuis de longs mois. Je pense que concernant l'arrivée du milieu de terrain, l'ancien milieu de terrain du Sporting, tu dois te débrouiller pour l'aligner avec Fernandes dans l'entrejeu. Maintenant, qu'en est-il? Je pense que le plus important pour lui, c'est qu'il retrouve le chemin de l'entraînement, qu'il enchaîne, voir comment sa cheville va tenir, qu'il retrouve le rythme et qu'il rejoue piano, même si on sait que derrière ça représente bien plus qu'un joueur. Paul Pogba, c'est une marque.
qu'on le veuille ou non. Mais faut qu'il retrouve déjà ses sensations. Ça demande du temps. Faut être patient. Après, tout dépend de ce que lui veut. Alors, parce qu'on sait pas. Peut-être qu'en fait, ça l'arrange cette situation et il veut partir. Et du coup, peut-être qu'il va pas se pousser pour jouer et gagner sa place à Manchester et plutôt partir. Là, Claude parlait de récupérer le rythme, sauf qu'il ne reste que 9 matchs, je pense, en Première Ligue. Et qu'on ne peut pas faire des CC avec un joueur qui n'est pas à 115% ou à 100%. Tout simplement parce que Manchester aujourd'hui est 2e du championnat, mais sa place de 2e n'est pas garantie. Elle n'est pas garantie. Autant Liverpool est champion, autant Manchester n'a pas garanti encore sa 5e place. Excusez-moi, c'est parti. City, c'est City qui est 12e, sa 5e place. Donc il doit accrocher la Champions League, et pour ça, on fait pas d'essai avec quelqu'un qui revient de blessure et qui est arrêté depuis le 26 décembre. Bien sûr, mais dans l'esprit, ça reste quand même un élément majeur de l'équipe c'est une figure, de Solskjaer. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir, comme tu l'as dit, est-ce qu'il va vouloir partir? Est-ce qu'il va reprendre tranquillement l'entraînement? Ça, on le sait. Oui, clairement, il sera pas titulaire sur les 9 matchs qui restent parce que ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu jouer. Même quand il jouait, c'était pas trop ça, etc. Ouais. C'est surtout l'après. Est-ce qu'il va faire une saison supplémentaire? Est-ce qu'il ira à la Juve pour un retour ou ailleurs? Je pense pas. Ce serait bien, en tout cas, qu'il puisse se stabiliser. Moi, je reste encore persuadé qu'en gagnant en maturité, parce qu'il manque encore de la maturité, ça peut encore devenir pour moi l'un des tout meilleurs milieux de terrain au monde. Faut plus trop traîner. Il faut persévérer, hein. Il a 26 ans. Ouais, mais 26 ans, ça reste encore un jeune joueur. Ouais, c'est bon. Ça reste encore un jeune joueur. T'as des joueurs souvent qui arrivent. Non, mais c'est vrai que il arrivait le mondial 2014. Comme un star quand même. Ça allait très vite. Il y a son image a été au-dessus pour moi de son niveau surmédiatisé un peu. Ça lui a posé problème. Mais t'as beaucoup de joueurs qui arrivent entre 28 et 30 ans, 28 et 32 ans à maturité. Ça peut être ce type de joueur-là. Après, mais tout dépend où est-ce qu'il va. Est-ce qu'il reste à Man U? Est-ce qu'il va au Real? S'il va au Real, il peut se péter. On regarde l'exemple d'Hazard et là c'est une catastrophe et il s'en relèvera pas à mon avis. Donc en vrai, il y a plusieurs choses qu'il doit régler en premier pour pouvoir estimer être. Manchester est-il un club assez grand pour lui aussi actuellement, Anas? Le coach Juan José. Est-ce qu'un joueur est plus grand qu'un club déjà? En principe, non. John Cruyff disait que c'est le club qui est plus grand que le joueur. Mais là, il a raison. Il n'y a pas de joueur plus grand qu'un club. L'institution, ça n'existe pas. Il n'y a pas de débat. Pas de débat. S'il quitte United, il n'aura pas marqué les esprits. Ça, c'est une réalité. C'était pas un grand United non plus, donc en fait, c'est là où aussi ça pose problème. Juan José, justement, avec Manchester United, mais surtout avec l'équipe de France, Paul Pogba. Il a rien à prouver avec l'équipe. On sait pas. Avec l'équipe de France, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, on a encore des doutes sur la vraie valeur de l'équipe de France. Les dernières prestations de l'équipe de France, ça laisse à désirer. On a du mal à renouveler cette équipe qui en 2016 était arrivée en finale, même si elle a perdu de l'Euro. On a du mal effectivement de récupérer cette équipe de 2018, champion du monde. Depuis, on n'est pas face. Pardonnez cette expression, mais en 2010, l'Espagne gagne et pendant 8 ans pratiquement, ou 7 ans, l'Espagne éclabousse tout le monde. L'équipe de France est finaliste en 2016, champion du monde en 2018, mais elle n'éclabousse pas tout le monde. Aujourd'hui, quand on regarde non. Aujourd'hui, quand on regarde, excusez-moi, quand on voit les jeux collectifs, on regarde plutôt du côté des Allemands que du côté des Français. Et même à un moment donné, on regardait plutôt du côté des Italiens que des Français. Après, il y a les résultats, il y a les matchs, la réalité du terrain. Mais c'est pas une équipe qui nous fait rêver à chaque match. Désolé. Et ça, c'est la réaction de Juan José, la tienne. En 2016, je trouve que c'était un peu dur. En 2016, franchement, l'équipe de France était vraiment assez forte. C'est juste malheureusement, ils ont perdu contre le Portugal. C'est une énorme équipe et je pense qu'elle qui n'avait pas fait non plus un énorme tournoi. Mais qui arrivait à. Franchement, si, moi j'ai trouvé qu'ils ont fait un très bon tournoi. Malheureusement, le but d'Eder leur a fait mal, c'est tout. Aïe. Et toi, le coach Tollet. T'as pas beaucoup d'équipes qui brillent par leur jeu dans des compétitions où tu joues 5-6 matchs. À part l'Espagne. Qui a le collectif très particulier. C'est normal. À part le Brésil 70 quand même. Voilà. Franchement. Il y a très peu d'équipes comme ça. En termes de jeu, et c'est vrai que ça convient peut-être bien à cette équipe de France là aussi, Juan José, c'est-à-dire que elle a commencé sous l'ère Deschamps avec un quart de finale au mondial en 2014 et puis elle est montée en puissance avec cette finale et puis elle a gagné. Et c'est vrai que là, si on a vu l'Euro,
moi j'aurais été curieux de voir cette équipe de France sans Pogba, sans Dembélé, sans des joueurs en méforme. Mais bon, voilà, comment dire. Et comment les Français vont arriver à l'Euro 2021, puisque le 20 a été donc retardé, mais comment ils vont arriver si on ne renouvelle pas de façon quand même assez importante cette équipe de France. Mais pourquoi on devrait la renouveler? Parce que je trouve qu'il y a des joueurs qui sont pas du tout performants par rapport à ce qu'ils pourraient donner. Oui, mais peut-être qu'ils le donneront parce après, qu'il ne fait pas rêver. Désolé, il ne fait pas rêver. L'équipe de France de 2018 ne fait pas rêver. Tu parles en tant que supporter. Mais quand tu regardes l'équipe... En tant que consultant aussi, hein. Mais l'équipe de France de 2018 ne fait pas rêver. C'est un groupe, mais il n'y a personne qui forcément ressort plus qu'un autre. C'est un peu, voilà. Même à la remporté ce mondial en Russie. Des cycles qui commence effectivement en 2014 avec les quarts de finale, 2016, 2018. On va vers la fin du cycle, de ce cycle-là. Ouais. On passe à la dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, ce jeudi en juin, l'officialisation du calendrier de la saison de MotoGP. La première course aura lieu le 19 juillet à Jerez, en Espagne. À la maison, Juan José, on ira. Le GP de France se tiendra le 11 octobre du côté du Mans. Chez les Monceaux, les amis de Yanis, on ira tous là aussi. T'inquiète pas, le coach Tolé avec Anas. Et pour le moment, c'est vrai que 13 GP sont programmés. Toutefois, la saison 2020 pourrait quand même comprendre 17 Grands Prix. On va s'attarder, nous, à une autre affaire. C'est égoïste, je cite, de faire jouer l'US Open avec le coronavirus et les émeutes. Kyrgios allume l'ATP. Que dire? Anas, tu veux te lancer? Sinon, on peut donner la parole à Juan José, qui a bien regardé cela, surtout les émeutes du côté outre-Atlantique. Non, mais c'est vrai, Juan José, faut en parler. Pour une fois, je pense qu'il a raison, tu vois. Et notre ami australien, il a raison. Pourquoi il a raison? Déjà, parce qu'effectivement, la situation aux États-Unis, elle est compliquée politiquement, déjà, avec les émeutes. C'est une réalité, c'est comme ça. N'oublions pas que normalement le US Open doit se jouer à partir du 26 août. Donc, n'oublions pas ça. Donc, il y a les émeutes, mais il y a une situation des pandémies extrêmement importante, avec plus de 100 000 personnes décédées. Donc, effectivement, garantir la sécurité sanitaire dans un stade vide, avec des normes strictes, ça va être plutôt compliqué. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième chose, c'est qu'on a décalé tous les grands tournois. Alors, les grands joueurs, vous savez, il y a une semaine à peu près, il y a eu une conférence entre l'ATP et 400 joueurs de l'ATP. Et conférence qui a duré pratiquement 4 heures, 3 heures et demie, selon nos informations. Et le problème principal de la plupart des joueurs, c'est de dire pourquoi on va aller jouer l'US Open. Déjà, pourquoi on va aller jouer l'US Open, qui va finir donc la saison en ciment, donc en dur, quand on va commencer juste derrière à préparer la terre battue de Roland Garros. Parce que Roland Garros s'est joué à la fin septembre. Donc les grands joueurs, ont besoin de préparer la terre battue. Et donc Nadal a déjà dit qu'il n'est pas du tout prêt pour l'instant à y aller. Federer blessé. Federer non plus. Et Djokovic a montré aussi des doutes. Et son envie de favoriser plutôt Roland Garros, les internationaux de France, rapidement, à la fin de cette émission avec toi. Non, mais il n'y a pas de débat, mais il a carrément raison. Bien sûr. Il ne faut pas jouer, bien sûr, faut pas jouer. La santé avant tout, évidemment. Un grand merci à Anas, à Juan José et aussi au coach Tolé de m'avoir accompagné. Un grand merci aussi à la réalisation, la personne encore une fois de Yanis Bouali. On se retrouve demain, dernier jour de la semaine, pour certains, pour d'autres non, 19h-20h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.